Hey, salut, tire-toi une bûche. Pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous. On a des choses à te raconter. Bonjour, on est heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. Vous le savez, en québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour bavarder. Je suis Cyrielle et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres. Et moi, c'est Maryse, vous entendez mon accent, je suis de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada pour découvrir toutes les richesses de notre beau pays. Attention, ce podcast pourrait bien déclencher une furieuse envie de voyager au Canada. Saison 2, épisode 4. Hey, t'as-tu vu notre melting pot? Un podcast de Destination Canada. Quand je demande aux gens ce qui les inspire le plus au Canada, on me parle tout le temps de l'accueil chaleureux des Canadiens et de leurs origines diverses qui se mélangent et offrent une ouverture d'esprit très appréciée des visiteurs. Le gouvernement canadien a même inscrit que l'immigration est une valeur essentielle au Canada et qu'elle reflète la mosaïque culturelle qui façonne l'identité du pays. Alors aujourd'hui, on va s'immerger dans la multiculturalité canadienne et vous souligner tout ce qu'elle offre de fascinant à découvrir lors d'un voyage. Nous avons 3 invités pour vous en parler. Chantal Nadeau pour l'aspect francophone au Canada, le ministre canadien du Tourisme Randy Boissonneau pour la diversité et Sébastien Desnoyers-Picard pour le prisme autochtone. Et toi, Maryse, raconte-nous comment tu vis ce bouillon de culture? Moi, c'est simple, j'ai grandi dedans. À l'école, on avait des noms de famille de toutes les origines, mais on se posait pas trop de questions. C'était juste comme ça. Mais je me souviens des fêtes d'école ou des parties de bureau où tout le monde apporte un plat typique lié à ses origines. Donc, on a l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, l'Asie et la rive sud de Montréal pour moi. La multiculturalité, ça ouvre les esprits et la curiosité. Puis toi, Cyrielle, quand t'as vécu dans l'Ouest canadien, t'as dû le ressentir aussi? Ah ben oui, avec mes familles d'accueil, j'ai tout de suite compris l'ampleur du melting pot canadien. Ils avaient des ancêtres italiens, écossais, ukrainiens. Du coup, je me suis retrouvée à manger des pierogies à Noël. Cyrielle, comme tu as vécu au Canada et que tu m'entends à journée longue, tu as l'oreille déjà un peu faite à nos accents. Mais j'ai quand même envie de te faire écouter des voix que j'ai enregistrées. Bonjour, je m'appelle Ariane Bérubé, je viens des Îles-de-la-Madeleine au Québec, une superbe île en plein milieu du golfe Saint-Laurent. Bienvenue à tous. Bonjour, mon nom est Annick Robichaud-Bartlin. Je suis acadienne qui actuellement habite dans une région anglophone, mais maintenant dans une ville complètement bilingue à Moncton, Nouveau-Brunswick. Bonjour, moi je m'appelle Mélanie Gamache et puis moi je partage la culture métisse. Moi j'habite à Sainte-Geneviève, Manitoba. T'as entendu la différence entre le français du Québec, celui du Nouveau-Brunswick puis du Manitoba? C'est marrant comme les Français ne soupçonnent pas la variété d'accents francophones au Canada, alors qu'en France, on entend bien la différence entre un Marseillais, un Corse ou un Alsacien. La francophonie canadienne attire beaucoup les Français. Aujourd'hui, on invite Chantal Nadeau. Elle est conseillère pour le réseau de développement économique et d'employabilité pour les projets touristiques. Bonjour Chantal, comment vas-tu? Bonjour Marie, ça va super bien et toi? Bien, merci. Dis-nous, d'où viens-tu, Chantal? Moi, je suis native du nord de l'Ontario, donc c'est un petit village, une petite communauté de 5000 habitants engagés dans laquelle règne le français, malgré les centaines de kilomètres qui séparent la communauté du Québec. On même le fameux projet Salut Canada dont on parle dans chaque podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Salut Canada, ce portail vous propose des activités, des circuits selon vos goûts et vos intérêts. Puis ce qui est particulier, c'est que nous, on fonctionne avec une grille de classification des services en français. Donc, tous les produits et activités que vous allez retrouver sur Salut Canada vous offrent un de nos 3 services en français, que ce soit des services en français en tout temps, sur demande ou juste de la communication ou de la documentation en français. Donc, ça permet aux visiteurs de voyager selon son niveau de confort avec la langue francophone. Et aujourd'hui, Chantal, où est-ce qu'on parle français au Canada? Présentement, au Canada, il y a 10,7 millions de francophones, dont 8 millions qui sont au Québec. Et pour les 2,8 autres millions, ils sont dans l'ensemble des autres provinces et territoires.
Et chaque province et territoire, soit dit en passant, ont leur drapeau de fierté francophone. Donc, c'est pas mal intéressant parce qu'il s'est bâti des communautés francophones dans les provinces et territoires, mais aussi au niveau provincial, il y a cette forte fierté. Il y a quand même 28 conseils scolaires répartis au sein des 9 provinces et 3 territoires. Là, je parle de tout ce qui est hors Québec, bien entendu. Il y a aussi un réseau de diffusion publique nationale qui est Radio-Canada. Il y a 28 stations de radio communautaires hors Québec. Il y a près de 50 stations de télévision communautaires privées et publiques. Il y a environ 35 journaux hors Québec. Donc, je mentionne le hors Québec parce que je veux vraiment vous faire comprendre qu'il y a une communauté francophone qui est vibrante. Quels sont les circuits et régions où l'on trouve des itinéraires en français au Canada? Oh, il y en a plusieurs. Je vais vous parler du circuit Champlain. Soit dit en passant, Champlain a mis les pieds en Ontario. Il a contemplé la vallée de l'Outaouais, la Kitchissippi, le 31 mai 1613. Donc, ce qui a fait que l'Ontario a fait un projet de 1500 kilomètres avec plus de 100 activités et expériences offertes en français. En fait, le but de ce projet, c'était vraiment de suivre les traces de Champlain pour justement offrir une expérience touristique. Donc, on a notre fameuse route Champlain. Ensuite, il y a aussi les routes touristiques bilingues de l'Alberta. Tu as le centre de l'Alberta qui est le bastion du fait français en Alberta. Donc, il y a quelques routes thématiques, dont la balade des 5 sens au creux d'une vallée. Donc, c'est un circuit culinaire et aussi un circuit thématique d'immersion sur la culture autochtone en français. Est-ce que tu conseilles à nos visiteurs d'aller assister à des événements francophones au Canada? Absolument. Il y en a beaucoup. On a le Festival du Voyageur. C'est un festival d'hiver de 10 jours qui est à Winnipeg, au Manitoba. Tu me parlais du Manitoba tantôt. Donc, c'est pas mal intéressant. Ça se tient à chaque mois de février dans le quartier francophone de Saint-Boniface. C'est d'ailleurs le plus important festival d'hiver de l'Ouest canadien. Il y a aussi le festival du canot volant à Edmonton, qui est un événement culturel créatif. C'est inspiré par la légende de la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand. Donc, ça met en valeur la culture des traditions des peuples des Premières Nations, Canadiens, Français et Métis. Donc, super beau festival. Puis, si je vais dans l'Est canadien, on a le Festival acadien de Clare en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est le plus ancien festival acadien au monde. Ça a toujours été une célébration de la culture et du patrimoine acadien pour célébrer la journée de la francophonie qui est le 20 mars. D'accord, mais ça fait énormément d'occasions pour nos Français de venir rencontrer les francophones du Canada. C'est super. Est-ce que Absolument. Puis tu sais, on aime ça avoir de la visite. Je vais juste te le dire. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le ministre canadien des Finances et du Tourisme, l'honorable Randy Boissonnault. Et il vient de cette province, au pied des Rocheuses. C'est un fier franco-albertain. Bonjour, monsieur le ministre, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Alors, racontez-nous, d'où vous venez? Ben là, c'est moi, vous ramenez en 1985, j'avais 15 ans et je vivais à Morinville, en Alberta. C'est où ça, Morinville? Bien, c'est au nord d'Edmonton, qui est la capitale de l'Alberta. Et Morinville est une ville franco-albertaine. Et je viens de la francophonie albertaine. Et là, on peut dire, mais comment ça se fait qu'il y a une francophonie en Alberta? Il y avait tout un groupe de francophones qui se sont déplacés de Québec dans les différentes vagues d'immigration. Et ma famille s'est déplacée en 1891 pour fonder Morinville avec 100 autres pionniers qui sont venus de l'île d'Orléans à l'extérieur de la ville de Québec. Et si on trace les racines au bout, au fil de l'histoire, mon arrière 25 fois grand-père était Vincent Vicentose Boissonnault, un soldat dans l'armée française. Il est venu pour défendre la fait français ici au Canada. Et moi, avec un nom comme Boissonnault, j'avais l'oreille en grandissant, mais je parlais pas bien le français au secondaire. Et donc, j'ai pris la décision, avec un nom comme Boissonnault, de faire mes études au campus Saint-Jean. À l'époque, il s'appelait la faculté Saint-Jean. Et c'est toute une faculté francophone de l'Université de l'Alberta. Et j'ai pu vraiment travailler le français. Et en ce faisant, j'étais capable d'être guide parlementaire.
On sait que la diversité est fondamentale pour l'identité et le patrimoine canadien. Quelles sont les cultures les plus présentes au Canada d'un océan à l'autre? C'est complètement un mélange de personnes de travers le monde. Je pense qu'on a des personnes de plus que 200 pays qui se sont installées ici au Canada. Et avant 1967, c'était vraiment une immigration plus blanche, des gens de plus eurocentriques, si on peut dire. Et après 67, on a beaucoup ouvert nos politiques vers le monde. Donc, on parle des gens de l'Asie-Pacifique, on parle des gens de l'Afrique, on parle des gens de l'Amérique centrale. Et je pense que c'est dans le dernier recensement qu'on a vu que 25% des Canadiens sont nés ailleurs dans le monde et maintenant sont des fiers Canadiens. Et pour nous, cette diversité, c'est notre force. Je pense que on sait tous que la diversité, c'est un fait. On le voit dans la biodiversité. Mais la décision d'avoir un pays pluraliste, ça, c'est une décision. Il faut le travailler. Et ça, c'est pourquoi nos politiques de multiculturalisme, de célébrer les différents festivals, de tous ces gens, de vraiment encourager ces gens de faire leur plein épanouissement ici au Canada, ça fait la force. Et je parle aussi de la diversité, pas seulement d'origine, mais de foi, d'orientation sexuelle. Le Canada a tout ce que le monde peut voir. Et si on commence par les grands espaces et les aventures à plein air, vous aurez des vacances à faire pour le restant de vos vies. On a le pays qui possède le plus long littoral au monde, avec plus que 243 000 km² et on est bordé par 3 océans. Et pour les amateurs de nature et de sport, regardez, nous sommes à la hauteur. On a la destination de ski internationale de premier plan et on les a comptés. On les a numérotées 294 stations de ski et plus de 4000 kilomètres de pistes. Et si on parle des parcs nationaux, on a 48, on a 19 réserves de biosphère de l'UNESCO, 5 géoparcs mondiaux de l'UNESCO et le plus long sentier de randonnée du monde, plus que 28 000 kilomètres. Et si on regarde les expériences d'Autochtones authentiques, le Canada est vraiment prêt avec plus que 1900 entreprises qui ont été bâties par des personnes autochtones. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur le Ministre. On était vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez partager avec nos auditeurs? Je pense que ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez jamais oublier votre expérience ici au Canada et que aussi on a un pays qui est très, comment je peux le dire, très accueillant. Si je parle des gens qui travaillent dans notre secteur du tourisme, on parle des jeunes, on parle des femmes, on parle des gens qui sont récemment arrivés au Canada, on parle de la communauté LGBTQ2+. C'est vraiment des gens qui sont des ambassadeurs du Canada. Et quand vous venez au Canada, vous allez avoir une expérience inoubliable. Et je sais que vous allez partager ça avec vos familles, vos amis. Et ils vont vouloir venir ici, tenter, expérimenter c'est quoi ce Canada. Parce que je sais qu'on a bâti quelque chose de très spécial ici. On veut le partager avec le monde. Merci énormément, Monsieur le ministre. Et on va pouvoir partager toutes ces belles informations avec nos auditeurs. Merci de nous avoir consacré quelques minutes. Merci beaucoup. À la prochaine. Avec autant de culture au Canada, les fêtes tout au long de l'année sont très diverses. Si on fait un petit tour des célébrations multiculturelles les plus marquantes au pays, qu'est-ce qui te vient aussitôt à l'esprit, toi, Cyrielle? La fête du Canada, Canada Day. Ça se tient les 1er juillet et tout le pays célèbre son vivre ensemble en blanc et en rouge avec des parades, des spectacles, des repas de quartier, des barbecues et même des concerts. Mais j'avais aussi été surprise par l'importance que prennent les traditions celtiques. Par exemple, le 17 mars pour la Saint-Patrick ou tout l'été avec les Jeux des Highlands. J'avais des amis qui faisaient de la danse celtique et un autre qui jouait de la cornemuse. Ben oui, au Canada, on est aussi heureux de participer aux fêtes des autres communautés. D'ailleurs, est-ce que tu sais que la communauté indienne est celle en plus forte progression au Canada? La fête des Lumières, Diwali, est très suivie à l'automne, que ce soit à Toronto, Vancouver ou Calgary.
Les peuples autochtones occupent le territoire que l'on nomme aujourd'hui Canada depuis des millénaires. Le deuxième plus grand pays au monde et depuis sa création, une terre d'accueil. Pour clore cet épisode, notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, qui est vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada, va nous parler de l'importance du multiculturalisme pour les Autochtones au Canada. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour mademoiselle, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci et toi? Ah, ça va super bien. Seb, est-ce que tu pourrais nous parler de la diversité des cultures et nations autochtones au Canada? Ben oui, absolument. Ça va me faire grand plaisir parce qu'au Canada, on est vraiment choyé. On est choyé d'avoir 3 cultures qui sont très distinctes. Donc, pour nous, quand on parle de tourisme autochtone, c'est du tourisme qui inclut, en fait, 3 nations. La nation des Premières Nations, qui représente à peu près 635 communautés à travers le pays, un peu plus de 50 différentes langues autochtones qui sont parlées, 50 dialectes de langues. Donc, il y a vraiment une belle diversité, justement, même à l'intérieur des Premières Nations. On a aussi les Inuits, qui sont une nation qui est quand même indépendante, mais toujours autochtone, donc qui représente beaucoup plus le nord du Canada. Et notre 3e nation, en fait, ce sont des descendants souvent d'une lignée autochtone qui a été métissée avec des Français ou des Anglais et qui forment vraiment notre 3e nation, qui représente à peu près aussi une 60aine de communautés. Et toi, Seb, tu viens de quelle nation? Tu veux bien nous dire une phrase dans ta langue? Ben oui, absolument. Je peux vous dire Kwekwe, Indio. Après ça, je peux vous dire Sébastien Desnoyers Yati, Wendat Endi, Wendage Ndare, Kwa Nyowansio. Et ce qui veut dire dans ma langue, juste une petite introduction. Donc, bonjour à tous, bonjour mes amis, tous ensemble. Nous, parce que évidemment, quand on parle, quand on fait les prières d'ouverture, on parle, on est toujours très inclusif, hein, parce qu'on vient de ce monde on appartient à la terre et non pas à l'inverse. Donc, et on veut faire une reconnaissance de tous les animaux, la biodiversité qui nous entoure et tous les éléments. Donc, souvent, on est inclusif à l'intérieur de tout ça. Et après ça, c'est juste ça, une petite présentation nominale de dire que mon nom est Sébastien Desnoyers. Je suis Wendat de la nation Huron-Wendat à Wendake de Québec. Seb, quelle est l'importance des powwows pour façonner les échanges entre les différentes communautés autochtones? Pour nous, ce sont une façon d'exprimer notre culture, de venir parler, de venir danser, de venir échanger, de venir parler des différentes danses. Mais à l'époque, c'était des rassemblements. Donc, c'était des rassemblements qui faisaient en sorte que les gens du Nord apportaient une certaine type de viande. Nous, les gens du Sud, on venait donner, par exemple, parce que le Québec est très au sud, au niveau du Canada, on apportait de l'orignal, eux apportaient du caribou, on faisait des échanges, il y avait de la trappe, il y avait autre chose. Donc, c'était vraiment à l'époque, il y avait des compétitions, puis c'était de venir juste parler, d'échanger des denrées, d'échanger des trucs. Il y a 2 types de powwows. Évidemment, vous avez des powwows qui sont traditionnels, qui, eux, sont vraiment de façon, je vous dirais, très centralisée sur la communauté, inclusif seulement de la communauté, il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de prix. On y va là juste pour améliorer sa vie personnelle, je vous dirais. C'est plus parce qu'on veut envoyer nos messages aux créateurs, on veut partager ces moments-là ensemble, conjointement. Et sinon, vous avez les powwows de compétition. Ceux-là s'inscrivent souvent dans la route des powwows que vous avez à travers les États-Unis et le Canada. Il y en a un peu partout. À chaque week-end, je vous dirais, entre mai et septembre, vous avez différentes destinations qu'on peut aller, entendre le chant des tambours, voir les danseurs. Les gens portent l'habit traditionnel, les régalias qu'on appelle. Et c'est pas un costume. Je veux juste faire attention. Ce ne sont pas des costumes. On se costume pas en indien, en autochtone. C'est non. Mais c'est vraiment ces échanges intertribaux, les échanges avec les visiteurs. Puis sérieusement, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'assister à un powwow, visitez notre site Internet. On a une section complète sur une bonne partie des powwows qui sont existants à travers le pays. Destinationautochtone.ca. Seb, on entend beaucoup quand on est au Canada, lors des discours, des reconnaissances territoriales. Est-ce que tu veux bien expliquer à nos auditeurs français ce que c'est? Oui, absolument. Bon, les reconnaissances territoriales, c'est quand même assez récent au Canada.
Je vous dirais que ça a pris un certain temps, mais les nations autochtones sont propriétaires de territoires qui sont souvent ce qu'on appelle soit non cédés, dans laquelle on a une gouvernance. Bon, ceci dit, à l'époque de la loi sur les Indiens, la loi faisait en sorte que les Autochtones devaient se départir de leurs biens et se regrouper à l'intérieur de différentes communautés. C'était le souhait parce qu'ils voulaient avoir un meilleur contrôle, le gouvernement du Canada, bien entendu, voulait avoir un meilleur contrôle sur qui était autochtone et vraiment essayer de venir éduquer, christianiser évidemment tous les nations. Donc, ils nous ont regroupés dans des communautés, chose qu'on voit encore maintenant aujourd'hui et qui est reconnue sur la loi sur les Indiens. Ceci dit, maintenant, les élus politiques, dans un souci de venir aider à la réconciliation, parce que ce qu'on leur disait, c'est que on peut pas avoir une réconciliation s'il n'y a pas une reconnaissance des droits humains des Autochtones, mais aussi des droits et une reconnaissance de leur terre ancestrale. Et maintenant, ils ont commencé à faire une reconnaissance de qui habitait sur le territoire. Seb, du coup, les Français sont très curieux et ils aimeraient aller à la rencontre des communautés autochtones, mais ils savent pas nécessairement comment faire la différence entre une expérience qui est authentique et puis une autre qui est plus de la réappropriation culturelle. Comment tu peux leur conseiller de choisir? Pour nous, c'est sûr qu'il y a deux choses. Il y a une grande différence entre l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle. Vous pouvez porter un T-shirt, on l'apprécie quand vous mettez un T-shirt avec peu importe, un logo de design autochtone. Pour nous, ça, c'est de l'appréciation culturelle. Grande différence parce que vous avez acheté un T-shirt qui est fait et conçu par un autochtone. Et pour moi, ça, c'est une grande différence versus si vous produisez votre propre design autochtone que vous essayez de le vendre après, si vous n'êtes pas autochtone. L'autre chose, pour nous, ce qu'on a décidé de faire comme association, c'est qu'on a créé une marque qui s'appelle Original. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas une expérience plus originale qu'une expérience qui est vendue et créée et administrée par les peuples originaux du pays. Donc, nous, ce processus-là passe à travers notre association. Ils ont une batterie de tests à remplir. Il y a des questionnaires. Et après ça, on les aide à devenir ce qu'on appelle exportables. Mais on a des standards les plus élevés de l'industrie. On croit que cette marque-là va venir aider les visiteurs, quand ils viennent au Canada, d'être capable d'identifier quelle est la bonne expérience touristique autochtone et surtout s'assurer que ça en est une. Merci beaucoup. Merci, Sam. Le podcast Tire-toi une bûche est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, on espère que cet épisode vous a plu. Pour planifier votre voyage au Canada, visitez le site de l'Office de tourisme canadien explorercanada.fr et direction salutcanada.ca pour découvrir les activités en français au Canada. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes comme Castbox et Apple Podcasts et notez-le. Pour cette deuxième saison, continuez à nous laisser vos commentaires puis surtout, parlez-en autour de vous. Merci et à la prochaine.